Bonjour et bienvenue sur Science Info, votre JT des sciences sur le web. Tout d'abord, bien sûr, l'équipe de Science Info vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Au programme de cette première édition 2010, les plus anciennes traces de pas sur la Terre, le nouveau chef-d'œuvre écologique de Jacques Perrin, un mini-avion personnel développé par la NASA, les téléphones portables qui protégeraient contre Alzheimer, un téléviseur entièrement sans fil et même des chaussettes sales pour lutter contre le paludisme. Commençons tout de suite avec notre rubrique Zoologie. Et tout d'abord, cette découverte extraordinaire publiée dans la prestigieuse revue Nature. Il s'agit des plus anciennes traces de pas sur Terre. Il s'agit de traces de tétrapodes, un animal à quatre pattes, découvertes dans une ancienne carrière au centre de la Pologne, dans un gisement vieux de 397 millions d'années. Ces traces sont ainsi 18 millions d'années plus vieilles que les plus anciens fossiles connus de tétrapodes. L'animal devait ressembler à une sorte d'énorme salamandre croisée avec un crocodile, mais en tout cas avec 4 vraies pattes, ce qui contraint les chercheurs à redessiner les contours de cet ancêtre qui a assuré la transition entre les poissons et les animaux vivant sur la terre ferme. Passons à des animaux beaucoup plus récents, mais tout aussi extraordinaires, les diables de Tasmanie. Ces petits marsupiaux, qui vivent sur l'île de Tasmanie, en Australie, sont malheureusement beaucoup moins résistants que le personnage de dessin animé qui les a popularisés, le célèbre Taz. En effet, depuis 1996, l'espèce est ravagée par une terrible maladie, un cancer, qui provoque des tumeurs mortelles de la face et qui se transmet entre animaux. Près de 60% des diables ont déjà été décimés, et l'espèce pourrait être menacée de disparition. Mais des chercheurs australiens viennent de procéder à une analyse précise de 25 tumeurs, et ils ont mis à jour les gènes responsables de la maladie. Ils ont également découvert une protéine, la périaxine, qui pourrait servir à diagnostiquer ce cancer et peut-être ouvrir la voie à un traitement pour sauver ces pauvres diables. Enchaînons avec notre rubrique Environnement. Après Home et le syndrome du Titanic, saluons ici la sortie le 27 janvier d'un nouveau film écologique, Océan, réalisé par Jacques Perrin et Jacques Cluzot. Des images fantastiques et originales, car l'équipe du film a mis au point des moyens techniques jamais utilisés auparavant, comme des caméras numériques placées dans des torpilles, un scooter caméra sous-marin, un mini-hélicoptère électrique, ou encore Tétis, une caméra gyrostabilisée au bout d'une grue, placée elle-même sur un Zodiac. Un dispositif qui aboutit à un film merveilleux visuellement et qui offre aussi un bel hommage à de nombreuses espèces marines menacées d'extinction. Passons maintenant à notre rubrique Espace. Nous allons parler de la NASA, mais pour une fois, pas question de satellite ou d'exploration spatiale. L'agence spatiale américaine vient en effet de révéler un prototype d'avion personnel, le Puffin. Le Puffin est un engin monoplace, le pilote s'installe à bord debout et le décollage est vertical. Cet engin se veut électrique, écologique et 10 fois plus silencieux qu'un hélicoptère. Il disposerait d'une autonomie de vol de 80 km et pourrait atteindre la vitesse de 240 km/h. Mais patience avant de le commander, car pour l'instant le Puffin est encore virtuel. Enchaînons avec notre rubrique Médecine. Une étude très étonnante vient d'être publiée par des chercheurs américains. Ils ont montré que les ondes émises par les téléphones portables pourraient protéger contre la maladie d'Alzheimer. Pour cela, ils ont placé une antenne émettrice au milieu de cages de souris et ils les ont exposées aux mêmes ondes que celles qu'on reçoit quand on colle son téléphone portable à l'oreille. L'étude a été menée sur près de 9 mois et les résultats montrent que les ondes électromagnétiques stoppent la progression de la maladie d'Alzheimer chez des souris modèles. Au niveau de leur cerveau, celles-ci développent beaucoup moins de plaques bêta-amyloïdes, très caractéristiques de la maladie. Il reste bien sûr à savoir si ces résultats pourraient être extrapolés à l'homme. Restons dans les laboratoires avec notre dossier du jour. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous faire découvrir d'un peu plus près le métier de jeune chercheur, en suivant le quotidien de 2 doctorantes en biologie de l'université Pierre et Marie Curie. Reportage. Je m'appelle donc Lia Issop. Alors, je m'appelle Pia Chedid. Je suis en 3e année de thèse à l'hôpital Bichat. Mon travail consiste à étudier une protéine qui est surexprimée dans les cancers du côlon. Je suis en 2e année de thèse et je travaille dans un laboratoire de l'INSERM qui se situe sur le campus de l'hôpital Bichat à Paris.
et mon travail consiste à étudier les mécanismes de l'inflammation. Donc je fais une thèse en biologie. Le travail quotidien d'un jeune chercheur dans un laboratoire est vraiment dépendant du sujet, de l'avancement du sujet. Il y a une partie très technique, expérimentale, donc vraiment on est sur la paillasse, on manipule les instruments, on travaille avec des cellules, on travaille peut-être avec des animaux, donc la partie très technique. Il y a des jours où on va plus être axé sur l'exploitation de données, d'autres jours sur la recherche bibliographique, la bibliographie. Vraiment, ça dépend, tout n'est pas cadré à l'avance. Il faut vraiment être dépendant du sujet et voir l'avancement des résultats. Et ça s'accompagne aussi de nombreux échanges avec justement ces chercheurs qui travaillent sur le même sujet, qui peuvent être dans d'autres pays. Le métier de chercheur est un métier à vocation internationale, dans le sens où très tôt, dès qu'on commence un peu à intégrer les laboratoires, on se rend compte qu'on va être amené à voyager. Par exemple, en Master 1, donc en 4e année d'études, j'ai participé au programme d'échange européen Erasmus et j'ai pu travailler dans un laboratoire de recherche à Zurich en Suisse. Les compétences que j'ai acquises durant ma thèse, la première, je dirais, c'est une grande capacité d'adaptation. Alors en thèse, déjà ce qui est important, c'est d'avoir une bonne capacité de travail. Savoir gérer son temps, organiser son travail, exploiter ses résultats. Savoir écouter pour apprendre, parce qu'on apprend tous les jours quand on fait de la recherche. Je me vois dans la science, ça c'est clair, mais j'aimerais travailler vraiment avec des médecins. Donc retourner un peu à mes envies initiales et revenir un peu dans le côté recherche médicale, recherche scientifique, vraiment être à l'interface entre les scientifiques et les médecins qui doivent, à mon avis, travailler ensemble. La voie, on va dire classique, c'est la recherche pour intégrer un institut de recherche national ou la recherche privée. On peut aussi très bien se diriger vers l'enseignement. Ça, c'est aussi une voie que je n'exclus pas. Donc l'enseignement, c'est aussi quelque chose de très intéressant. On peut aussi se diriger vers des métiers commerciaux. Dans toutes les entreprises de biotechnologie ou de matériel médical ou pharmaceutique, on a besoin de personnes qui ont des compétences scientifiques et qui en même temps savent communiquer. Donc tout ça, c'est des métiers qui nous sont accessibles. Et pour l'instant, je dirais que j'envisage un peu tous ces métiers. Et puis que le choix se fera sûrement en fonction des opportunités après ma soutenance et après l'obtention de mon diplôme. Bien, passons à notre rubrique high-tech. Fini les fils qui s'en mêlent et qui accumulent la poussière. La télévision va peut-être entrer dans une nouvelle ère avec l'annonce du tout premier téléviseur sans fil par la firme chinoise Haier. Pour se passer de prise de courant, cette télé utilise la technologie Wetricity, qui utilise la résonance magnétique pour alimenter le poste. Le fabricant prétend que même les signaux son et vidéo pourraient se propager sur 30 mètres à travers les murs. Mais l'inconvénient majeur est que le boîtier d'alimentation magnétique, qui lui doit se brancher sur secteur, est encore plus gros que le téléviseur. Cette télé du futur reste donc pour l'instant encore un peu encombrante. Finissons ce JT avec notre rubrique insolite. L'imagination des chercheurs est sans limite puisqu'ils viennent de tester des pièges à base de chaussettes sales pour lutter contre le paludisme. Ces travaux viennent d'être publiés dans la très sérieuse revue PLOS ONE. Les expériences ont été menées dans un petit village de Gambie, en Afrique de l'Ouest, où les chercheurs ont mesuré l'attirance du moustique anophèle par les odeurs et le gaz carbonique dégagé par la respiration. Et ils ont découvert qu'une chaussette portée toute une journée, accompagnée d'un peu de CO2, se révélait être un très bon piège à moustiques. Bien sûr, cela ne remplace pas une vraie moustiquaire et un insecticide, mais la chaussette sale a l'avantage d'être beaucoup moins chère et disponible tout de suite à portée de main, ou plutôt de pied. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt pour une prochaine édition de Science Info.